Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre podcast L'art de communiquer avec la firme de communication Communicar. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars 2026 et nous allons aborder le droit des femmes. Nous avons deux intervenantes extraordinaires avec lesquelles nous allons nous entretenir pour voir au Québec, aujourd'hui, dans le monde, est-ce que les droits des femmes, nous avançons ou nous reculons? Donc, tout d'abord, je remercie mes chères mesdames de nous d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Merci pour le temps. Et puis aussi, j'aimerais ça que vous puissiez vous présenter à notre public qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites exactement avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Gerda. Merci. J'espère vraiment qu'on va passer un bon moment puisqu'on parle d'un sujet extrêmement important. On parle de l'autre moitié du développement et il s'agit des femmes, l'autre citoyen de cette société qui participe activement comme société à part entière. Et aujourd'hui, on parle de 8 mars, qui sera la journée internationale des droits des femmes. Les femmes seront à l'honneur, mais également, on va regarder les enjeux qui entourent ces femmes. Alors, qui suis-je? Je suis Gerda Amazan. J'ai un parcours quand même qui se situe, je peux résumer, en 3 univers. Je suis dans la gouvernance, principalement la gouvernance communautaire. Je suis entrepreneur et également je suis ce qu'on appelle plus dans le développement humain, principalement dans l'accompagnement avec les femmes. J'ai environ presque une trentaine d'années de carrière, que ce soit comme gestionnaire en affaires, que ce soit mon parcours de l'administration publique, parce que je suis d'origine haïtienne. J'ai aussi une formation sur la question de conditions féminines, droits des femmes. J'ai également été mentor, j'ai également été animatrice, conférencière sur la question de conditions féminines. J'ai aussi une formation en leadership rassembleur et je suis une femme engagée dans ma communauté. Aussi, je suis mère. Wow! Merci Gerda. Donc, vraiment une excellente présentation de tous les chapeaux que tu portes. Alors, on va pouvoir voir ça au cours de la conversation. Alors, nous allons maintenant voir avec Jacinthe. Merci Jacinthe d'être venue. Alors, peux-tu nous dire plus sur toi, Jacinthe? Premièrement, merci de l'invitation. Très contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Merci, Gerda, de ta présence. Jacinthe Gagnon, donc en présentation, moi, je suis très, très impliquée dans la cause féministe depuis plus qu'une trentaine d'années. Évidemment, je trahis un petit peu mon âge, mais c'est correct. Je pense qu'on peut vivre avec. Le droit des femmes, c'est quelque chose qui m'a interpellée peut-être un petit peu plus tard que la politique comme telle. Puis ça, on en parlera un petit peu plus longtemps. J'ai porté plusieurs chapeaux. Je suis, comme beaucoup de femmes, j'ai un parcours où j'ai fait beaucoup de choses. Souvent, quand on regarde en arrière, on est presque fatigué d'avoir tout vu, tout ce qu'on a fait. On est étonné de tout ce qu'on a fait. Mais pourtant, on trouve le moyen. Comme élever une famille, je suis mère également, donc on trouve moyen de faire tout ce qu'on a à faire dans nos journées, puis selon nos passions aussi. Donc, première vie, j'ai évidemment étudié en aménagement de la faune et en technique policière. Donc, ça, les gens savent peu. Donc, je suis diplômée de l'Université de Montréal en gestion appliquée à la police et à la sécurité. J'ai été parmi les premières femmes qui étaient agents de protection de la faune. Donc, c'est quelque chose d'assez rare. Les gens connaissent peu la protection de la faune. J'ai également un diplôme en aménagement de la faune qu'on appelle une technique d'aménagement synégétique et halieutique. Synégétique veut dire chasse, halieutique veut dire les eaux. Donc, tout ce qui concerne les eaux. Donc, c'était naturel pour moi de m'en aller vers la gestion par après parce que j'aimais gérer les équipes, gérer des projets ou des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de travail en environnement aussi, en gestion de projet en environnement. Et ensuite de ça, j'ai tourné finance. Je me suis joint à une grande banque canadienne au début des années 2000, à la sécurité de la banque. Et ensuite de ça, j'ai migré vers le service à la clientèle, le service financier. J'ai terminé ma carrière
en finance il y a quelques années, alors que je faisais de la gestion de portefeuille de fonds de pension. Donc, ça, c'est ma deuxième vie, en plus d'être une maman. Et durant tout ce temps, j'ai été impliquée en politique. Je suis organisatrice politique, donc j'ai organisé plusieurs campagnes provinciales, municipales, fédérales. J'ai été moi-même candidate à l'investiture et candidate aussi. Et depuis de nombreuses années, j'aide les femmes à s'orienter vers la politique, à comprendre le parcours qu'elles doivent avoir et à stimuler les candidatures en politique via l'organisme à voix égale, principalement, Québec, que j'ai fondé en 2016. À voix égale étant une partie d'un organisme pan-canadien à voix égale qui existe maintenant cette année, en 2026, depuis 25 ans. Donc, ça va être un grand anniversaire. Et donc, depuis tout ce temps, huit campagnes générales électorales, 4 chefferies et d'innombrables femmes accompagnées dans leur parcours politique, ce qui fait que j'ai développé une certaine expertise dans les candidatures féminines. J'ai eu le plaisir de faire élire et de travailler récemment, là, jusqu'à il y a quelques mois, comme attachée politique, en fait conseillère politique d'une députée qui est élue à l'Assemblée nationale. Donc, c'était la suite de mon parcours et on en parlera un petit peu plus avant là, de la politique, évidemment, et des femmes, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, voilà, courte présentation de moi-même. Wow, wow, wow. Donc, je crois que vous avez pu voir, nous avons deux femmes extraordinaires avec une belle expérience quand même assez différente d'une de l'autre et vraiment aussi complémentaire, si je peux dire. Donc, nous allons avoir cette conversation-là par rapport aux droits des femmes. À chaque année, ça revient dans les médias, on en parle. Bon, il y en a qui ne savent plus comment le célébrer, ils amènent des fleurs. Donc, c'est pas l'idée, c'est sûr on aime ça les fleurs, mais c'est pas l'idée non plus de recevoir des fleurs, c'est pas la fête des mères ni la Saint-Valentin, les droits des femmes. Donc c'est une revendication pour avoir sa juste part. Donc on dit que à chaque année, on célèbre le mois de la femme. On parle d'égalité depuis des décennies. On célèbre des avancées. On entend souvent que les droits sont acquis, que l'égalité est presque atteinte. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? On met des statistiques sur le terrain. On amène des gros chiffres. Est-ce qu'on progresse réellement ou est-ce qu'on recule? C'est vraiment ça notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on recule silencieusement sans nous rendre compte avec tout ce qu'on a comme outils technologiques aujourd'hui? Comment les droits des femmes avancent ou progressent? Donc, je vais demander à mes intervenantes, parlez-moi un peu de votre, juste pour mettre la table, l'état de la situation, comment vous voyez ça de manière générale? D'abord, je vais rappeler aux gens, si on ne le savait pas, cette année, l'ONU a un thème. Et chaque année, il y a toujours un thème autour des enjeux qui concernent les femmes. Et le thème de cette année de l'ONU, les droits existent, mais leur accès réel demeure inégal. À partir de ça, je pense que l'ONU nous a permis déjà de faire une réflexion par rapport à ce qu'on peut appeler acquis ou non, par rapport à l'égalité de terrain et versus les droits. Alors, quand on regarde la manière principalement dans les pays occidentaux, les lois sont là, les règlements sont là, mais comment ça se trouve réellement? Comment on fonctionne sur le terrain? Quel type de pouvoir les femmes ont? Quel effort elles doivent faire pour justifier ou pour donner de crédibilité avec leur position? Comment c'est perçu de la collectivité? Alors, c'est tout ça qui mérite d'être revu, puisqu'il y a la loi, il y a l'application. Et comme vous savez, quand on parle de la question des droits des femmes, on parle d'une injustice réelle d'une société qui est construite sur une base inégale. On a deux sexes. Je parle à l'époque de sexe binaire qui constitue à l'époque cette société. Si on retrouve
So, on retourne un petit peu dans la genèse de cette construction sociale qui décide de mettre des rôles spécifiques sur chaque sexe. Et à partir de ces rôles-là, on va avoir la valorisation des rôles masculins et les rôles féminins seront banalisés et comme si c'était un acquis. Et tout ça va faire en sorte que on va avoir une société qui est basée sur un construit social qui est inéquitable, qui demande d'être revu. Alors, cette journée-là, qui sera 8 mars, c'est une réflexion collective pour pouvoir changer cette perception, la façon de fonctionner sur le terrain. Wow, merci Gerda. Comment, Jacinthe, tu vois la situation actuelle? Est-ce que les acquis sont fragiles? La réponse courte, c'est oui. Faut juste rappeler, je pense, des dates importantes. En 1909, déjà, aux États-Unis, il y a une première journée nationale des femmes qui existe. L'ONU déclare la Journée internationale des droits des femmes seulement qu'en 1977. Donc, c'est pas très vieux, là. On parle de droits de vote, par exemple, au Québec et au Canada qui ont été acquis il y a moins de 150 ans et pourtant, on est plus que la moitié de la population. Donc, c'est sûr que on va penser que par rapport à cette époque-là, on a fait beaucoup de chemin. Et souvent, c'est la réalité qui va nous frapper quand on est confronté. Par exemple, on sort de l'école. Moi, j'ai vécu en milieu non traditionnel. J'ai expliqué dans mon parcours au début. Donc, j'ai travaillé dans des milieux non traditionnels où il y avait très peu de femmes, puis une majorité d'hommes. Je vivais moins cette différence-là de droits et de possibilités de chance à cette époque-là, probablement parce que le contrat social était, bien, je sais que je suis en minorité. Donc, j'assumais que j'étais en minorité. Quand je me suis dirigée vers la finance, je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité de femmes qui travaillaient dans les banques. Donc, la majorité des employés étaient des femmes. Et que, contrairement à cette majorité-là effective, les postes de direction, il y avait une dichotomie entre les deux qui était flagrante. On avait un 9 sur 10 d'hommes en poste de direction versus une femme participant, alors que 70 de la force de travail dans les institutions financières, ce sont des femmes. On aurait dû avoir une composition de haute direction qui reflète ça. Et moi, ça a été un élément déclencheur. Je me suis rendu compte que, oui, je venais des milieux non traditionnels où j'avais commencé ma carrière dans des milieux non traditionnels et j'étais la seule femme et souvent, je devais prouver plus que les autres, plus que les gars, que j'étais à la hauteur et que j'étais capable de faire le travail. Donc, que je n'étais pas un poids, je n'avais pas besoin d'être protégée. Mais quand je suis arrivée dans des milieux majoritairement féminins, sur représentation féminine, comme dans les hôpitaux, par exemple, en finance, etc. Puis là, on voit que les postes de direction, les postes de pouvoir, c'est les gars. Et pourtant, ils sont en sous-nombre. Comment ça se fait que leur parcours professionnel, à eux, est tellement plus rapide? Bien évidemment, le salaire est plus élevé, ça va plus vite. Est-ce qu'on peut tout expliquer avec les congés maternité? Absolument pas. Il y a vraiment des barrières, puis on n'aime pas le mot systémique au Québec, je sais, mais il y a vraiment des barrières systémiques à l'avancement des femmes quant à l'évaluation de leurs compétences. Puis ça, ce sera peut-être un autre sujet en entier là, sur s'évaluer soi-même comme candidate, puis par rapport aux autres, puis être capable de démontrer qu'on est capable autant que les autres, sans faire le double du travail, sans être obligé d'être 2 fois meilleur pour prouver qu'on est capable de faire le travail. Mais ça, c'est une parenthèse que je vais fermer. Mais ça, on parle de, est-ce que nos acquis sont fragiles? Oui. Pourquoi ils sont fragiles? Parce que même si on a réussi à atteindre une certaine parité au Québec, on a 46 d'élus. C'est mon domaine où je suis plus présente en politique, donc j'ai plus de référencement par rapport à ça. On a 46 d'élus, mais est-ce que c'était une volonté du parti, par exemple, d'avoir une parité des candidatures, puis aussi d'avoir des candidates dans des comtés gagnables? La question se pose parce que si on regarde au fédéral ou au municipal, on est loin de la parité. Et pourtant, il y a autant de candidatures féminines souvent au poste de conseillère ou au poste de député ou au poste électif là, dans les territoires, mais ça ne se reflète pas nécessairement dans l'effectivité, c'est-à-dire dans le résultat. Pourquoi? Parce qu'encore,
on va souvent choisir des vedettes pour être dans des comtés faciles à gagner. Et souvent, ces vedettes-là, c'est des gens qui ressemblent aux modèles connus, c'est-à-dire des hommes performants, plus connus dans les médias, qui ont des postes et des titres qui sont importants, versus des femmes qui vont venir des fois des milieux communautaires ou qui vont venir avec un parcours similaire, mais qui ont dû se prouver 2 et 3 fois plus. Et il faut dire aussi que la politique et beaucoup de milieux est quand même hostile. Donc, il y a des barrières à traverser, autant pour les femmes que pour les gens qui se lancent par rapport à ça, mais aussi au travail. C'est hostile d'essayer d'avoir un poste de directeur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, une femme qui sort du lot, elle est agressive, elle est, excusez l'expression, baveuse, elle est arrogante, alors que l'équivalent chez un homme, c'est un constat, là, l'équivalent chez un homme, c'est qu'il va avoir, il y a de la drive, il est décisif, il a du leadership. Oui. Pourquoi ça devient du leadership quand c'est attaché à un chromosome différent? Et ça pose des questions. Évidemment, ma collègue en a parlé tout à l'heure, il y a des rôles qui ont été genrés depuis longtemps. Puis là, on n'aura pas la discussion sur l'intersectionnalité et le troisième sexe, par exemple, comme chez les Autochtones, où les rôles étaient définis traditionnellement. Les femmes sont douces, sont nurturing, ils accompagnent les enfants, ils font en sorte que la famille tienne, etc. Et les hommes, eux, gagnent la vie, sont proactifs, sont agressifs, mais c'est correct, hein, ils sont décisifs, etc. Donc, on a traditionnalisé les rôles dans les sociétés et dans beaucoup de sociétés, très peu de sociétés où les rôles des femmes et des hommes étaient égalitaires au départ, versus les Autochtones. On pourrait avoir une autre conversation là-dessus. Mais ça aussi, ça fait que quand on arrive pour obtenir des positions. Quand on donne une opinion, toutes les femmes l'ont vécu, on en parlera tout à l'heure des médias sociaux, mais quand on a une opinion, une position, les commentaires à l'égard des femmes qui sont sur la place publique sont remis en question. On se fait mansplainer, on se fait critiquer beaucoup, on se fait dire de retourner faire autre chose, ce qu'on dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, qu'on n'a pas le droit à une opinion. Donc, une forte agressivité envers les femmes qui prennent leur place parce qu'elles savent leur place. Et ce n'est pas une place qu'on emprunte à quelqu'un ou qui appartient à quelqu'un. La place est à celui ou celle qui la prend et qui la veut. Et non pas à celui ou celle qui pense que ça serait la place de quelqu'un d'autre. Oui. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est encore fragile parce que dès qu'une femme est en position publique, que ce soit pour un poste de haute direction, que ce soit pour un poste électif, on voit vraiment arriver vite les commentaires désobligeants, l'agressivité. Et ça, il faut se poser des questions comme société. Alors qu'on pense que tout est acquis, que nos enfants, aujourd'hui, qui ont des enfants peut-être, ont vécu un système scolaire égalitaire où l'égalité homme-femme a été enseignée. Et pourtant, quand on arrive au travail, quand on arrive pour avoir des promotions, on se rend compte comme femme que, mais finalement, c'est peut-être pas si acquis que ça. Et ça, c'est une grande question qu'il faut être capable comme société d'admettre qu'il y a effectivement des barrières systémiques, même si ce n'est pas très populaire comme mot, qu'il y a effectivement des barrières systémiques et qu'elles appartiennent à la société au complet, aux hommes et aux femmes, parce qu'on a tendance à juger de façon plus critique les femmes qui font des erreurs, qui font des bons coups, de remettre en question plus facilement les femmes par rapport à leurs décisions et à leurs choix, et de critiquer plus facilement les femmes. Donc ça, il faut se poser la question, même comme femme, suis-je une alliée des femmes? Si je suis très critique, je peux être en désaccord avec les femmes sur, par exemple, leur choix ou leur politique, mais est-ce qu'on peut s'en parler de façon respectueuse? Est-ce qu'on peut quand même s'entraider, se soutenir? Et c'est là que c'est difficile, je pense, de garder nos acquis, c'est que ça vient avec une prise de conscience, puis d'admettre qu'on a des biais. Et c'est difficile comme individu de dire « moi, j'ai des biais ».
c'est les autres qui ont des biais, c'est les autres qui font de la discrimination. Mais que soi-même, on a des biais qui sont naturels, qui sont appris, qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre environnement. Si on en est conscient, on a tendance à les casser plus facilement. Il faut que se remettre en question comme société et comme femme aussi. Il faut être capable d'être solidaire sans nécessairement être d'accord. Puis ça, c'est quelque chose... Ça, c'est intéressant. Je pourrais demander à Gerda si tu peux rebondir là-dessus, avoir eu la chance de vivre dans deux sociétés, même si on est toujours dans des sociétés américaines, mais tu as pu vivre en Haïti et ici au Québec. Les alliés, les acquis. Si on rebondit sur ça, est-ce que les acquis sont encore fragiles? Comment tu perçois ça étant que femme aussi d'origine haïtienne? Comment ça a été peut-être en Haïti? Est-ce que tu vois des similitudes par rapport avec le Québec? Puis les femmes entre femmes, sommes-nous des alliés? Ça, c'est une très bonne question. Et puis, j'aime bien pour qu'on puisse faire ce lien-là entre les pays du Sud, si on veut, et les pays occidentaux. Je vais partir sur une base commune en disant que, étant donné que l'injustice sociale et la construction de la société a été faite sur une base d'inégalité, c'est une réalité universelle pour les femmes. Malheureusement, c'est une triste réalité. Quel que soit le pays au monde, vous allez retrouver une femme à travers les lois, à travers les coutumes, à travers plusieurs savoirs, la manière justement de véhiculer les réseaux de transmission, que ce soit l'État, que ce soit l'école, la famille, généralement c'est discriminante. Cette pensée justement de la société pour les femmes. Alors, en créole, il y a une façon de dire, on a dit, toutes les femmes, c'est pour femmes. Alors, la douleur d'une femme, c'est pour toutes les femmes. Par contre, il y a un autre volet qu'on dit en créole, toute femme, c'est femme, toute femme, pas même. Toutes les femmes sont des femmes, mais toutes les femmes ne sont pas les mêmes, pareil. Et c'est là qu'on vient justement à la question plus de la situation socio-économique. Et c'est là qu'il faut venir aussi avec cette approche intersectionnelle où il faut aller chercher les enjeux. Alors, dans les concepts un petit peu plus élaborés sur la question des droits des femmes, on parle de la condition féminine, qui sera justement au niveau d'une conception plus systémique, puisque la condition, on parle de droit, la manière de la société voit les femmes, etc. Et la situation de la femme qui sera plus socio-économique. Alors, c'est cette différence que je peux faire entre les femmes qui vivent en Haïti et les femmes, par exemple, ici au Canada. C'est-à-dire, il y a l'accessibilité qui, au niveau de l'emploi, ce ne sera pas pareil parce qu'on est dans un pays en voie de développement où on parle beaucoup de la féminisation de la pauvreté. Alors, toute la charge, la responsabilité de la famille, les triples, les doubles emplois, fait que ce soit s'occuper de sa famille, que ce soit aller au marché ou bien aller dans sa fonction comme fonctionnaire, comme investisseur, ensuite rentrer à la maison, faire toutes ce qu'on appelle les tâches ménagères et continuer le soir à faire autre chose. C'est beaucoup de charges au niveau de responsabilité socio-économique. Les femmes chez nous en Haïti, qu'on appelle les potomitans, en français qu'on parle de poutre centrale d'une maison, ça repose généralement sur les femmes. En Haïti, c'est ça, on est 52% d'ailleurs de la population mondiale, mais quand on regarde les écarts, et c'est là que je vais venir, par exemple en Amérique du Nord, si on parle de la féminisation de la pauvreté, en ce sens dans des pays en voie de développement comme Haïti, mais ici on va avoir d'autres charges. Comme par exemple, je peux donner tout ce qui a trait à la question de les proches aidants ici au Québec. Les gens vont peut-être minimiser ou ne comprennent pas, on n'en parle pas assez, mais une femme
qui sera à l'emploi, avoir toutes les responsabilités, mais qui sera encore dans la prise en charge en tant que proche aidant, la famille, les membres de la famille, c'est une grande responsabilité. Et ça, généralement, ce sont les femmes qui ont cette responsabilité-là. OK? Si on prend, par exemple, tout ce qui a trait à la question de charge mentale familiale, OK? La question de la DPJ, les enfants qui seront placés, la question justement des perditions scolaires, les jeunes. Aujourd'hui, on parle justement des femmes, des filles, mais on voit aussi des garçons, ces jours-ci qu'on parle au niveau scolaire, qui n'ont pas nécessairement les résultats qu'il faut, qu'on parle aussi par rapport à l'emploi. Et tu l'as mentionné tantôt, à compétences égales, mais les salaires ne sont pas pareils. Tout à fait. Sur quelle base peut-on, en tant que société, décider que l'autre moitié du développement va avoir un comportement contraire que son partenaire? Ce sont des injustices qu'il faut faire en sorte qu'en 2026, on ne peut pas encore être là à en parler. Il faut avancer. Et c'est pourquoi souvent on le dit, avoir des lois, c'est vraiment essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait justement dans la pratique, dans la valorisation, que ce soit vraiment égalitaire. On n'a pas besoin en tant que femme de faire beaucoup plus d'efforts pour justifier notre pouvoir. On n'a pas besoin de crier fort pour dire que oui, nous sommes là. Il faudrait qu'on voit en face de vous une professionnelle avec ses compétences, ses capacités en train de gérer. Et on n'a pas besoin aussi d'être validé par personne, puisqu'on a étudié, on a un parcours professionnel. Alors, malheureusement, encore une fois, on est dans une société, puis on va en parler effectivement au niveau des médias sociaux, on voit la perception collective, ces différences que disent nos lois. Tout à fait, tout à fait. J'avais une anecdote comme ça, une collègue justement en politique qui racontait, elle travaillait à l'époque à Ottawa, elle habite à Québec, donc elle pouvait pas se payer un appartement là-bas, fait qu'elle faisait le trajet. Elle faisait la semaine à Ottawa, puis elle retournait chez elle le week-end. Puis, parce que le salaire qu'on lui payait n'était pas assez suffisant pour qu'elle puisse prendre un appartement à Ottawa, puis tu sais, fait que elle faisait ça le trajet. Puis à un moment donné, elle n'était plus capable parce que ça devenait épuisant. Puis financièrement, ça devenait aussi épuisant. Une chance qu'elle avait ses parents parce qu'elle habitait à Québec. Ça faisait en sorte que, bon, quelque chose de moins à payer. Mais là, elle a eu vent que son homologue masculin qu'on venait d'embaucher, on lui payait au moins 25 000 $ de plus qu'elle, qui venait d'être embauchée. Puis qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle faisait la job, et elle faisait le parcours et va-et-vient. À l'époque, en 2000, même pas avant 2010, il y avait déjà 50 000. Elle était à 32 000, un truc de même. Puis là, quand elle a su ça, elle était choquée. Elle a été voir le député pour lui dire comme je comprends pas, je veux avoir le même salaire. Tu sais les efforts que je fais, tu sais que je retourne à Québec à chaque week-end et que je fais la route, tu sais, je fais le sacrifice pour le salaire. Désolée que tu me payes. Donc, non, je n'accepte pas. C'est soit que tu me donnes le même salaire ou sinon, moi, je décroche. C'est comme si, pour lui, c'était normal qu'elle faisait ça. C'était normal, c'était une secrétaire. Mais elle n'était pas une secrétaire. Même si elle était une secrétaire, c'est ça tenait pas. C'est ça. Donc, on va parler des écarts salariales. Pourquoi les écarts salariales persistent si on regarde, on va dire, les éducatrices versus, je ne sais pas, la construction, tu sais, un domaine vraiment plus dominé par, on va dire, nos masculins. Pourquoi ces écarts salariales-là au niveau de la santé versus dans un autre milieu, je ne sais pas trop, beaucoup plus lucratif? Est-ce que tu peux nous... Je peux intervenir là-dessus. Il y a les écarts salariaux. En fait, il y a deux volets aux écarts salariaux. Il y a tout ce qui est conventionné, c'est-à-dire où il y a un syndicat, où il y a des conventions collectives, et tout ce qui n'est pas conventionné. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes parce que les écarts salariales sont peu ou à peu près inexistants
quand on est conventionné parce que dans les conventions collectives, c'est selon le poste et selon ce qui est déterminé dans le rôle qui va déterminer le salaire, l'entrée en fonction, etc. Donc, il y a peu de jeu pour les gestionnaires de dire, ben je paye moins un que l'autre. Ils peuvent toujours embaucher moins ou plus de personnes de telle ou telle qualification parce que ça lui ressemble. On le voit dans les milieux, par exemple, policiers, où on va avoir des progressions toujours de carrière plus rapides pour les hommes que pour les femmes. Mais quand on est en milieu non conventionné, ce qui est la majorité des emplois, puis la majorité des emplois sont dans des petites et moyennes entreprises au Québec et non pas dans des grandes entreprises. Donc, à ce moment-là, c'est toujours une décision de gestionnaire ou une décision de propriétaire. Et là, on va avoir effectivement des écarts salariaux qui sont importants. Même aussi dans les milieux conventionnés, quand on tombe cadre, donc quand on atteint les postes non conventionnés, donc il n'y a pas de syndicat, qu'il n'y a pas de convention collective. Donc à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des dichotomies importantes ou des écarts importants au niveau salarial. Et ça, je pense que ça part du fait que au départ, il y a une sous-évaluation du travail des femmes, il y a une sous-évaluation des compétences et c'est ce qu'on appelle des biais systémiques. Je reviens toujours avec mon mot favori, que je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. On pense systémique et systématique, c'est pas la même chose. Systématique, c'est une volonté de le faire de telle façon, toujours la même chose, alors que systémique, ça vient avec le fait que ça arrive de façon constante, mais que ça vient de biais, c'est inconscient, c'est un fait. C'est-à-dire, quand on voit au niveau des salaires que les femmes, malgré une loi d'équité salariale au Québec et au Canada, que les femmes ont encore aujourd'hui un salaire inférieur, par exemple, dollars. Des fois, c'est 30 sous dollars, mais des fois, c'est plusieurs milliers de dollars par année de différentiel. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ces biais-là qui sont a priori, et souvent les gestionnaires vont demander, puis ça c'est une piste de réflexion qu'on a actuellement dans le domaine de la gestion, c'est que dans les ressources humaines, quand on demande à quelqu'un, on dit « Janie, je veux t'offrir un emploi, combien tu gagnes actuellement? » Premièrement, on va se dire « Ah, elle gagne X, je vais lui donner 5 ou 10 % de plus, elle va être contente. » Elle va accepter le poste. Ah, Pascal, le monsieur, combien tu gagnes présentement? Il gagne déjà 12 000 de plus que Janie pour le même poste. Je vais donner 5 à 10 % de plus. Tu comprends? Donc, ça fait en sorte que même si on était égalitaire, on part d'une prémisse où le Pascal, monsieur Pascal, ou la personne qui s'identifie au genre masculin, a eu une progression salariale plus rapide parce qu'a priori, il a été payé plus cher dès le départ et que souvent, quand on offre un emploi, j'ai changé quelques fois d'emploi dans ma vie, on me demande, ben, c'est quoi tes attentes salariales? Et si mes attentes salariales sont là, qui est ce que je devrais obtenir par rapport au poste, mais que je gagne ça, ils vont dire, ben là, il y a 25 % d'écart entre les deux. Oui, ben moi, je veux rattraper l'écart. Oui, mais mon collègue, qui lui est là, puis il demande ça, on s'entend que l'écart est moins grand. Oui. Donc, l'employeur se dit, ben, il est moins exigeant, il est moins gourmand. Elle veut 25 % d'augmentation et minute. Et c'est ça aussi. Aux États-Unis, il y a 2 États qui le font maintenant. Il est interdit de demander à quelqu'un. C'est ce que j'allais poser comme son question. salaire. Il est interdit maintenant et je pense qu'on devrait s'en aller vers ça parce que ça enlève un biais. Alors, à ce moment-là, comme recruteur, si tu as une bonne candidate devant toi, que tu veux l'avoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ben voici le rôle, moi, je paye en temps et temps. Je pense qu'avec son expérience, elle devrait avoir dans cette échelle-là. Ben, je propose ce salaire-là, sans savoir combien la candidate gagne a priori. Gagner, OK. Si mon candidat masculin, j'y propose ça basé objectivement sur le poste et l'expérience, puis il dit, ben c'est pas assez. OK, parfait. Est-ce qu'il y a de la place à négociation? On verra. Mais déjà là, ça enlève un biais. Et c'est ça, enlever les biais systémiques, les défaire en faisant des petits changements dans nos pratiques. C'est pour ça que je dis, même les femmes, nous autres, on a tendance à faire ça comme gestionnaire, dire, OK, ben elle gagnait X mille par année. Là, elle me demande tant. J'ai eu une négociation récente avec quelqu'un que j'ai embauché, puis
On s'était fixé un prix, nous autres, la grande patronne et moi-même, on s'était fixé un salaire. Puis on a dit, c'est ça qu'on pense que vaut le poste. C'était quand même 15 000, 17 000 de plus que la personne qu'elle remplaçait, qui était un homme. Donc, on lui propose ce salaire, mais elle dit, moi, je ne suis pas capable de travailler à ce salaire-là. C'est trop bas par rapport. Puis elle a tenu son bout. On a réussi à faire du chemin. Elle a baissé un peu ses attentes de 2 %. Nous, on a fait du chemin. On a mis un autre 6 % de plus. Fait que finalement, par rapport à mon ancien employé, l'augmentation était quand même importante sur le budget, mais elle était encore dans ma braquette. Elle était encore dans ce que j'étais capable de payer. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut éviter, c'est de se baser sur le salaire que la personne avait auparavant. Est-ce qu'elle était sous-payée parce que c'est bien possible qu'elle était sous-payée? Est-ce que c'est parce qu'elle a des études et une expérience différente? Donc, peut-être qu'elle n'a pas la maîtrise en gestion des organismes publics, mais ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Donc, est-ce que ça s'équivaut peut-être? Hein? Donc, ça aussi, en enlevant ces règles-là ou en enlevant ces biais-là, bien là, on devient un peu plus juste. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait afficher au départ les salaires sur les offres d'emploi. Si on n'affiche pas les salaires, donc on a un candidat qui fait les étapes et qu'on arrive et on dit, ben, c'est un rôle senior et genre 50 000. Eh boy, ça va mal. Ça va mal. Ça va très mal. Est-ce que le candidat aurait mis... Le candidat n'aurait pas fait les étapes s'il avait su que c'était 50 000 le salaire. Donc, l'employeur aurait peut-être compris, il dit, ben, j'ai personne qui applique sur mon poste, je ne paye pas assez cher. Donc, il y a ça aussi. Sans conventionner, il y a des façons de faire les choses où on pourrait, juste avec 2 petites mesures, on pourrait arriver avec un meilleur équilibre parce que c'est vrai que quand on voit un nouveau collègue arriver qui gagne 12, 15, 20, 30 000 des fois de plus que la personne qui était là, qui fait le travail et que, ajouter l'insulte à l'injure, on demande à madame d'entraîner monsieur. Lui montrer comment faire la job. Ça, c'est arrivé souvent. J'en ai des exemples. On en a des exemples. On est tous passés par là. Et que c'est cette personne-là qui a le poste ou cette personne-là qui a un salaire beaucoup plus élevé que son collègue ou sa collègue. Bien, ça, évidemment, dans les milieux conventionnés, ça ne peut pas arriver parce que c'est conventionné. C'est déterminé d'avance c'est quoi le salaire et c'est clair. Ton échelon salarial, c'est de ça à ça. Puis tu commences dans ton échelon à X, Y, Z. Je ne fais pas l'apologie des milieux syndiqués, mais c'est un grand gain pour les femmes qui ont été acquis en termes d'équité salariale en passant dans les milieux syndiqués, au même titre aussi que les promotions qui étaient basées sur l'ancienneté, etc., etc. Donc, c'était conventionné. Mais effectivement, il va falloir que cette égalité-là de principe se traduisent probablement de façon juridique, mais se traduisent aussi de façon décisionnelle. C'est-à-dire, quand il y a non-respect, par exemple, de la loi sur l'équité salariale, il doit y avoir des conséquences. Des sanctions, là. Parce que mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et encore aujourd'hui, presque 10 ans après la loi sur l'équité salariale, il y a encore un nombre effarant d'entreprises qui n'ont pas d'équité salariale à l'intérieur de là. Alors, c'est sûr qu'il y a vraiment une différence entre l'intention, l'égalité juridique, la loi, et l'application. Et là, on rajoute une couche. Si la femme n'est pas de la population dominante, je vais dire ça comme ça, et qu'elle arrive avec d'autres enjeux ou des différences qui sont marquées, qui vont en faire une minorité, par exemple, dans son milieu, c'est encore pire. Donc, si on parle, puis là, on va nommer les choses, on parle, par exemple, d'une femme immigrante. Souvent, le salaire qu'on va offrir à une femme immigrante, ça, c'est une réalité, est encore plus bas que le salaire qu'on va offrir à une femme blanche, francophone. Au Québec, principalement. Et ça, c'est une injustice flagrante et ça ne devrait pas. Donc, en éliminant dès le départ les biais, en interdisant qu'on demande le salaire et en obligeant à divulguer le salaire qu'on offre, on ne pourrait pas dire « Ah, ma candidate qui est super, mais bon, elle arrive de X pays, elle a fait ses études dans un autre pays, ben je vais lui offrir moins parce qu'elle est bien chanceuse que j'y offre un poste. » Donc, en faisant ça, on casserait ce modèle-là et on nivellerait un peu mieux les différences salariales, même à l'intérieur du groupe identifié femmes, là, on va le dire comme ça.
je pense que ça fait partie des solutions. Puis il faut aussi être capable, encore une fois, je reviens là-dessus, d'être capable de se regarder dans le miroir parce qu'on pense souvent qu'on n'a pas de biais, qu'on n'est pas raciste, qu'on n'est pas intolérant, Puis il y a toujours un petit fond de... Chez chaque personne, peu importe notre origine, on a toujours un petit fond de c'est l'autre, ce n'est pas moi. Parce que pourquoi? L'humain a tendance à se regrouper avec des semblables. Oui. Et quand ce n'est pas semblable, on a vécu ça quand on est allé dans les milieux masculins, les promotions n'arrivaient pas, c'est pas pour rien. Il a fallu mettre des lois pour forcer qu'il y ait un certain nombre de femmes. Et les messieurs n'étaient pas d'accord nécessairement. Mais pourquoi qu'on a fait ça? C'est parce que ces biais-là existent. Donc, le chef d'un poste de police qui fait de l'embauche, ça n'arrive plus maintenant, on est rendu presque à parité, mais ou le pompier, il va dire, ben une femme n'est pas capable de faire ce job-là. Encore plus une femme qui vient d'ailleurs ou qui a l'air de venir d'ailleurs. Puis ça, je vais l'utiliser, cette expression-là, parce que les deuxième, troisième, quatrième générations, ils viennent d'ici, mais ils ont l'air de venir. Ils ont l'air, oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais systémique, c'est-à-dire qu'on a cette pensée-là derrière que je ne me reconnais pas dans la personne qui est devant moi, elle ne me ressemble pas, pour toutes sortes de raisons religieuses, couleur de peau, etc. Elle ne me ressemble pas, donc je vais choisir le candidat ou la candidate qui me ressemble plus. Et je suis prête à prendre une chance, mais je ne suis pas prête à y donner le salaire que ça vaudrait. Et ça, il faut être capable de se regarder dans les yeux, de se regarder dans le miroir comme société, puis de dire c'est vrai que ça arrive. Là, tant qu'on va le nier, tant qu'on va dire non, c'est pas vrai qu'on fait ça, qu'on fait de la discrimination systémique, ben on n'arrivera pas à une solution puis à être égalitaire. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses, Gerda? Parce que je pense à plusieurs anecdotes pendant que vous parliez. Comme par exemple, ma collègue qui expliquait qu'elle gagnait quasiment 20 000 à 25 000 de moins que son collègue. Je fais l'avocat du diable s'il faut, peut-être. Mais ce que je me suis dit, mais lui, il a peut-être, quand il est arrivé, là, il a dit, ben moi, je veux tant. Sinon, je ne fais pas la job. Il est arrivé avec ça. Donc là, maintenant, on lui a donné, on va dire, ben, écoute, c'est ça, on va te payer ça. Mais nous, les femmes, là, comme je dis, oui, il y a une réalité sur laquelle qui est injuste, mais nous, est-ce qu'on négocie réellement notre salaire? Parce que celui qu'on donne, on va dire, les 50 000, pauvre gars, c'est ce qu'il a demandé. Tu sais, c'est pas de sa faute, c'est lui qui a demandé. C'est ce qu'il a demandé. Mais nous, est-ce qu'on on est capable d'arriver puis de dire, écoute, moi, c'est ça mon prix. Tu m'embauches à temps, sinon moi, je ne prends pas la job. That's it, that's all. Est-ce que, étant qu'entrepreneur aussi, qui offre un service, est-ce qu'on est prête à, OK, ben, tu me donnes, OK, je vais le prendre, je vais faire la job. Est-ce qu'on est encore, nous, les femmes, capables de s'imposer et de dire, voici mon salaire, puis si tu apprends, on va laisser? Alors, merci pour la question. Pour pouvoir la répondre, j'aimerais retourner un petit peu dans la construction de cette société pour comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de biais où on sera parlé de l'incapacité. C'est pas l'incapacité volontaire, mais on sera dans une position de ne pas se faire critiquer, de ne pas justement de laisser les gens mettre de l'étiquette. Je vais retourner dans la genèse des choses. Je trouve que c'est super important. Surtout, tu as déjà mis la table sur la réalité actuelle. Juste, on va se rappeler que la société a été construite avec deux façons de voir les gens, la construction de genre. Parce que les sexes, au départ, n'ont pas eu de problème. Tout le monde savait, à l'époque, il y avait un garçon, il y avait une fille. C'est pourquoi quand on regarde les enfants, ils n'ont pas de problème entre eux. Ils vont jouer, et puis, etc. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, on met justement les rôles, le sexe genre, qui va déterminer le parcours professionnel, le rôle familial, le rôle décisionnel de la société. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait la discrimination que j'ai nommée
avant. Et dans cette discrimination, malheureusement, on a un outil qui s'appelle l'éducation, par exemple, qui est un levier essentiel de gouvernance, de décision pour la société. On va voir dans le temps beaucoup de filles qui n'allaient pas à l'école. Fait que quand il fallait commencer à avoir des règles, avoir une manière de fonctionner, de négocier aussi, les femmes n'étaient pas autour de la table. Les femmes étaient en arrière. Alors, tout ça fait en sorte que cette société qui a été bâtie s'est même permise de prendre, par exemple, la maternité comme un outil pour ramener la femme à la maison. Et qu'est-ce que ça fait? À la maison, c'est un rôle qui n'est pas valorisé. Alors, ça, c'est déjà dans le fonctionnement. Ensuite, on se retrouve dans un système capitaliste. Le système capitaliste est basé sur quoi? La force de travail, les classes sociales. C'est basé sur la création de richesses. Mais tout ça, c'est autour du genre qui a le pouvoir. Tout à fait. Progressivement, les femmes vont prendre leur place. Regardez, juste les auditeurs qui nous suivent maintenant. Si les femmes étaient là depuis des générations, pourquoi droit des femmes de vote décisionnel, ces droits-là vont venir jusqu'après? Présentement, on est à l'aube du 21e siècle. Encore une fois, j'ai une question légitime que tu m'as posée. Est-ce qu'on est capable de négocier? Oui, on est capable de négocier. On le fait là aujourd'hui. Mais il y a d'autres, ça prend beaucoup plus pour faire ça. Puisque dans la construction sociale, il y a une manière qu'on voit la femme. C'est la maternité, c'est celle qui va aider, c'est celle avec le cœur, c'est celle... Mais le volet décisionnel, c'est pas vu de la même manière. Alors, heureusement, il y a des femmes qui ont pu faire ce cheminement-là. Heureusement, dans les progrès qui se font, il y a des femmes qui vont chercher des mentors, il y a des structures organisationnelles qui se questionnent, qui vont encadrer, qui vont dénoncer, qui vont interpeller justement les réseaux qui véhiculent ces genres de stéréotypes, que ce soit l'État par rapport à la loi, faire des pressions pour pouvoir changer, modifier la loi, que ce soit l'école, à travers les manuels scolaires, il y avait tellement de stéréotypes. Vous vous rappelez quand même dans les manuels scolaires, quand justement vous avez l'image du père qui lit son journal devant la télévision et la mère qui porte justement un habit qui fait à manger. Ce sont des stéréotypes énormes dans une société qu'on construit. D'ailleurs, juste pour vous dire, même la question de cuisine là qu'on attribuait par exemple aux femmes, on ne sait pas pourquoi ce sont les femmes, mais quand les hommes commencent à faire à manger dans les restaurants, c'est le chef. Les grands chefs cuisiniers. Les grands chefs cuisiniers, le rôle déjà attribué aux hommes, mais ça va avoir une connotation de responsabilité. Le montant, le prix sera valorisé et pourtant on le fait depuis des années, des siècles, mais c'est pas vu de la même manière. Alors, par exemple, dans des pays encore... les pays du Sud, ben, des hommes qui vont aller dans la cuisine, c'est pas vu de la même façon d'ici. Ici, on commence, quand je dis on commence, là, je parle principalement pour les immigrants qui s'intègrent dans la société. On voit des pères qui commencent à prendre leurs responsabilités parce que la société fonctionne comme ça. Alors, c'est juste pour vous dire, hein, on avait construit, on peut déconstruire. Oui. En réalité, c'est ça. C'est comment déconstruire cette manière de voir l'autre sexe pour que justement on soit dans une société égalitaire. Oui, les femmes peuvent négocier, sauf que malheureusement, dans le processus normal de la société,
tout le monde n'avait pas, toutes les femmes n'ont pas eu justement à part entière cette possibilité-là, mais on est dans la bonne voie. Wow. Je suis très contente de voir qu'on amène des pistes de solutions, qu'il y a de l'espoir. Et on salue aussi le travail de plusieurs femmes qui ont pavé le chemin pour nous, qui fait en sorte que maintenant on a le droit de vote. Donc, on progresse certainement. C'est sûr que c'est pas parfait. Il y a des améliorations à faire, mais il faut toujours garder ça en tête qu'on ne peut pas lâcher prise parce que les défis sont encore là, ça persiste et on veut vraiment avoir cette société juste, égalitaire. Et aussi, je voudrais souligner que communiquer, l'art de communiquer, on essaye de comprendre. Et aussi, on n'est pas anti-homme parce que les plus grands féministes, je crois, ce sont des hommes qui ont des enfants, des filles. Fort souvent, ils réalisent que cette réalité-là est vraiment réelle. Et finalement, eux autres aussi, ils militent. Alors, on salue tous nos alliés, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous vous identifiez autre. On salue tous les alliés qui supportent cette cause noble. Donc, nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec ce super beau sujet encore avec nos invités où nous allons avoir à débattre sur l'ère numérique dans laquelle on vit aujourd'hui.